Bonjour, nous allons parler de la cyanose du nouveau-né. Comment se définit la cyanose du nouveau-né? C'est une coloration bleuâtre des tissus due à une concentration élevée en hémoglobine désoxygénée dans le lit capillaire. Ce taux d'hémoglobine réduite doit être supérieur à 5 g par 100 ml pour que la cyanose soit détectée cliniquement. Elle se voit sous des conditions variables, bien entendu. Elle est souvent de pronostic vital fâcheux, et puis ce sont les causes respiratoires qui prédominent. Alors la cyanose est un symptôme qui est rare, mais grave. C'est une urgence diagnostique qui nécessite une démarche diagnostique rigoureuse. Et bien sûr, le pronostic va dépendre de la précocité diagnostique et de prise en charge. Deux mécanismes sont d'emblée distincts. Nous avons la cyanose centrale qui se traduit par une désaturation systémique artérielle, et nous avons la cyanose périphérique qui se traduit par l'augmentation de l'extraction en oxygène par les tissus. Parlons tout d'abord de la cyanose centrale. C'est une désaturation systémique artérielle avec une hémoglobine désoxygénée qui dépasse 5 g par 100 ml et une saturation qui est inférieure ou égale à 85%. Attention, la cyanose ne va pas être détectée chez les nouveau-nés avec anémie sévère à 5 g, parce que comme on l'a dit, la cyanose ne peut être détectée qu'à partir d'une hémoglobine désoxygénée supérieure à 5 g. Alors les causes sont variables, ce sont en général des causes pulmonaires ou des causes cardiaques ou des causes hémoglobines. L'hypoventilation, elle s'observe dans les anomalies des voies aériennes ou lors des désordres neurologiques. Les pathologies pulmonaires avec un rapport ventilation-perfusion qui est altéré, l'exemple de la maladie des membranes hyalines, ou lors d'anomalies de diffusion, l'exemple lors d'œdème pulmonaire. Dans les shunts droite-gauche, cardiopathie congénitale cyanogène avec un passage du sang désaturé dans le sang artériel qui va être responsable de cardiopathie congénitale cyanogène. Et puis également lors d'hémoglobinopathie avec un transport inadéquat d'oxygène. Ceci va se voir surtout dans les méthémoglobinopathies. La cyanose périphérique, quant à elle, va traduire une saturation systémique en oxygène qui est tout à fait normale, qui se traduit par une mesure de la saturation qui est normale, avec une augmentation de l'extraction en oxygène par les tissus qui est élevée. Les tissus vont extraire 60% au lieu d'extraire 40% dans les situations normales. Ceci se voit quand on a une augmentation du sang veineux désaturé dans le lit capillaire, ou bien quand on a une extraction accrue en oxygène qui résulte de mouvements ralentis de la circulation capillaire. Quant aux causes, nous avons les vasoconstrictions dues à l'exposition au froid, nous avons des polyglobulies, le faible débit cardiaque lors d'un sepsis par exemple, ou lors d'acrocyanose. C'est quoi l'acrocyanose? C'est en général un nouveau-né qui est en très bonne santé, avec des extrémités, à savoir la pomme et la plante de la main, et autour de la bouche qui sont bleus. Je précise, c'est pas la bouche qui est bleue, c'est autour de la bouche. C'est en général la peau fine qui entoure la bouche. Les muqueuses, quant à elles, sont roses et il y a une vasoconstriction périphérique. Elles sont communes entre 24 et 48 heures après la naissance. Elles ne sont absolument pas pathologiques. On ne doit pas s'inquiéter pour une acrocyanose. Les sièges, en général, comme on l'a dit, dans les extrémités distales, périorales et périorbitaires. Comment faire le diagnostic positif? La cyanose est facilement appréciée sur les lèvres, les ongles, le lobe des oreilles, les muqueuses, en général, là où la peau est fine. Elle est
exagérée ou sous-estimée avec les conditions d'éclairage. Donc en obscurité, la cyanose va être exagérée et dans des conditions d'éclairage optimales, la cyanose peut être sous-estimée. Chez les enfants de race noire, où la peau est vraiment très pigmentée, il est difficile de détecter la cyanose. Et donc, c'est tout l'intérêt d'examiner les ongles, la langue, les muqueuses qui ne sont pas trop pigmentées et qui sont cyanosées, qui sont bleues en situation de cyanose. Il est important de dégager le diagnostic différentiel et là, on doit éliminer la cyanose des plantes et des pieds dans les premières 24 heures de vie qu'on a appelé tout à l'heure acrocyanose. Attention, c'est une cause de cyanose qui est périphérique, mais ce n'est pas une cause de cyanose grave qui doit nous inciter à être inquiets. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le diagnostic différentiel. Puis il y a aussi la cyanose localisée qui est en rapport avec les présentations du bébé. Donc une présentation céphalique quand il y a eu un circulaire du cordon va se traduire par une face qui est bleue ou bien une présentation de siège va se traduire par des membres inférieurs qui sont bleus. D'accord? La démarche clinique doit être rigoureuse. L'anamnèse va s'atteler à dégager, à noter les antécédents maternels tels que le diabète, l'hydramnios, l'oligoamnios, les prises médicamenteuses au cours de la grossesse. Les conditions d'accouchement sont également très importantes à relever, et puis les facteurs héréditaires, surtout de cardiopathie congénitale ou d'hémoglobinopathie. À l'examen clinique, tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'état respiratoire et donc voir si le bébé présente des signes de lutte et apprécier avec ça le score de Silverman, s'il a des râles, s'il a une asymétrie de ventilation. L'état cardiovasculaire, on prendra la tension artérielle et on va palper les pouls périphériques qui peuvent nous orienter vers certaines cardiopathies. On auscultera le cœur et on palpera le foie qui peut nous orienter vers l'insuffisance, l'hépatomégalie va nous orienter vers l'insuffisance cardiaque par exemple. On appréciera l'état neurologique, voir si l'enfant est conscient ou comateux, s'il est hypotone, s'il a des diminutions des réflexes. Et puis, il ne faut pas oublier de chercher les signes d'infection, à savoir la splénomégalie, des lésions cutanées, des sclérèmes. L'examen doit être exhaustif, appareil par appareil d'une façon générale. Au terme de notre examen clinique, nous allons pouvoir être orientés sur l'organe qui est atteint. En présence d'une cyanose discrète, avec des signes de lutte qui sont intenses, tirage et battement des ailes du nez, gênement expiratoire, on est orienté vers l'origine pulmonaire. En présence d'une cyanose qui est intense, avec pas ou peu de signes de lutte, plus ou moins une hépatomégalie, on va être orienté vers l'origine cardiaque. Bien sûr, quand on a un souffle cardiaque ou bien des signes d'insuffisance cardiaque, ceci va nous orienter vers le cœur. Alors, on a fait notre diagnostic de cyanose, on s'est orienté plus ou moins vers l'origine. Deuxième étape à faire, c'est le test d'hyperoxie. Ce test d'hyperoxie est très important et il consiste à mettre l'enfant sous oxygène à 100% de fraction d'oxygène pendant 10 minutes et on observera si cette cyanose s'améliore ou pas. En présence d'une cyanose qui persiste, on est orienté vers l'origine cardiaque. Si la cyanose disparaît, c'est plutôt une origine pulmonaire. Alors ceci est un tableau qui nous montre l'intérêt de ce test d'hyperoxie en fonction des différentes étiologies possibles. Donc nous voyons comment dans les étiologies pulmonaires, neurologiques, comment ce test d'hyperoxie s'améliore. Également dans les méthémoglobinopathies. Dans les causes cardiaques, par contre, le test d'hyperoxie ne s'améliore pas. On a toujours la persistance de la cyanose, parfois une légère amélioration,
mais en général, la cyanose persiste et on peut la noter même cliniquement. Quant aux examens paracliniques, la radiographie du thorax est très contributive au diagnostic puisqu'elle a une valeur d'orientation. Elle peut nous montrer le situs du cœur, de l'estomac et du foie, la taille et la forme du cœur, la vascularisation pulmonaire s'il est peu ou hypervascularisé, aussi l'existence d'une atteinte parenchymateuse pulmonaire ou bien un épanchement aérien ou pleural ou gazeux. Pardon. Donc, grâce à la saturation en oxygène, au test d'hyperoxie, parfois la gazométrie, quand elle est disponible, elle n'est pas obligatoire, mais disons quand l'enfant est hospitalisé, la gazométrie est importante, on est orienté vers pas mal d'étiologies. Si on suspecte la cardiopathie, on doit faire bien sûr pratiquer une échocardiographie dans un centre de cardiologie pédiatrique. On arrive aux causes. Les causes pulmonaires sont très variables et vous les connaissez en majorité pour les avoir déjà étudiées. L'infection néonatale à localisation pulmonaire, la maladie des membranes hyalines, l'inhalation du liquide amniotique, les hernies diaphragmatiques, un pneumothorax, une atrésie des coanes. La liste n'est absolument pas exhaustive, mais nous avons choisi les plus relevantes, les plus fréquentes aussi. Puis, là, vous avez des exemples d'atteinte pulmonaire. Donc, vous avez ici un poumon qui est presque opaque, une hépatisation pulmonaire avec des bronchogrammes alvéolaires un peu diffus, c'est la maladie des membranes hyalines. Ici, vous avez une compliance pulmonaire qui paraît bien conservée, avec un syndrome interstitiel, si c'est un retard de résorption pulmonaire ou détresse respiratoire transitoire. Ici, vous voyez une malformation kystique en apicale, donc c'est une malformation congénitale. Et puis ici, vous voyez des formations aériennes intrathoraciques avec un shift du cœur tout à fait à droite. La trachée est aussi déviée. Vous avez des clartés intrathoraciques, ce sont en fait des clartés digestives. Et vous avez fait le diagnostic, bien entendu, de hernie diaphragmatique. Après les causes pulmonaires, nous avons les causes cardiovasculaires. Et en chef de file, vous avez la transposition des gros vaisseaux, les anomalies de retour du veineux pulmonaire total obstructif où tout le retour veineux pulmonaire ne se fait pas à l'oreillette gauche mais il se fait à l'oreillette droite, l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né, la tétralogie de Fallot, l'atrésie tricuspide et l'atrésie pulmonaire, la maladie d'Epstein et le ventricule unique, ce sont des causes de cardiopathie congénitale cyanogène. Alors bien entendu, la radiographie thoracique est contributive à l'examen. Elle peut avoir une valeur orientatrice. Donc si nous avons une surcharge vasculaire pulmonaire, nous sommes plutôt orientés vers la transposition des gros vaisseaux et le retour veineux pulmonaire anormal. Si les poumons sont hypovascularisés, nous sommes plutôt orientés vers les hypoperfusions pulmonaires, à savoir la tétralogie de Fallot, l'atrésie tricuspide, l'atrésie pulmonaire et puis l'agénésie des valves pulmonaires. Là, vous avez une radiographie du thorax qui va vous montrer un cœur en coquille d'œuf en faveur d'une transposition des gros vaisseaux. Là, vous avez un cœur en bonhomme de neige qui est en faveur d'un retour veineux pulmonaire anormal. Là, vous avez donc un cœur en sabot qui est en relation avec la tétralogie de Fallot. Il peut être aussi observé dans l'atrésie tricuspide et l'atrésie pulmonaire. Nous avons également les autres causes, qui sont les causes neurologiques, à savoir les apnées, les encéphalopathies anoso-ischémiques, les hémorragies cérébrales, certains médicaments qui sont responsables de dépression respiratoire prise par la maman, les états de choc septicémique, la polyglobulie qui dépasse 22 avec un taux d'hématocrite à 65%,
et les méthémoglobinopathies congénitales ou acquises. Ici, c'est une image d'une atrésie bilatérale des Cohen. Ici, c'est un tableau montrant les différentes causes de cyanose centrale chez le nouveau-né. On a bien compris, la cyanose centrale, c'est une saturation qui est inférieure à 85%, qui est basse. Donc, nous observons les causes, les cyanoses centrales dans les shunts droite-gauche, dans les rapports ventilation-perfusion altérés, donc tout ce qui est pathologie pulmonaire, tout ce qui est pathologie obstructive aussi, des voies aériennes. Nous avons des hypoventilations alvéolaires qui peuvent s'observer également dans les pathologies neurologiques et neuromusculaires. Et puis, en présence d'hémoglobinopathies, surtout les méthémoglobinopathies, qu'elles soient acquises ou congénitales. Et puis, dans les pathologies de diffusion pulmonaire, soit dans les fibroses, soit dans les œdèmes, soit dans les lymphangiectasies congénitales. Donc tout ça, ce sont des causes de cyanose centrale. Au terme du cours, nous avons un réflexe à acquérir, c'est que, très important, toute cyanose qui ne répond pas au test d'hyperoxie est une cyanose d'origine cardiovasculaire. Donc cela, bien sûr, suppose que toute cyanose diagnostiquée cliniquement doit faire bénéficier d'un test d'hyperoxie obligatoirement pour pouvoir différencier les deux origines. Et puis, devant la cyanose d'un nouveau-né, premier réflexe aussi, après le test d'hyperoxie, c'est de le transférer rapidement dans une unité spécialisée, en unité de soins intensifs néonatales, pour bilan et pour prise en charge. Je vous remercie.